Installez-vous confortablement. Vous écoutez les Marmites Nomades et vous êtes dans la seconde partie de notre grand épisode de clôture sur Kara. Si vous montez à bord à l'instant, je vous invite à faire une légère halte juste après pour arrêter le premier volet, indispensable pour saisir toute la biologie et la noblesse de ces forces de structure. Dans la première partie, nous avons honoré Kafa comme l'énergie de la terre après la pluie. Cette fondation dense, stable, profondément fiable et loyale. Mais le vivant obéit à une loi immuable. Tout ce qui refuse de bouger finit par s'altérer. Alors que se passe-t-il lorsque la stabilité se fige en inertie, quand la protection devient de la rétention et que la terre ferrile se transforme lentement en boue? C'est ici que commence le voyage le plus intime, celui où la terre sature. Ensemble, nous allons décoder les signaux physiques d'un métabolisme qui est ralenti, mais aussi explorer un paradoxe psychologique invisible. Ce moment précis où votre plus belle qualité, votre générosité absolue, se retourne contre vous pour vous faire glisser vers le burn-out d'honneur. Et surtout, nous verrons comment réveiller votre feu, briser la routine et oser vous laisser remuer pour retrouver votre puissance originelle. Le silence s'est installé, la terre attend. Reprenons notre route dans les Marmites Nomades. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand Kafa dépasse ses limites, quand la terre fertile devient de la boue. Et avant tout, penchons-nous sur les gunas de Kafa. Ses qualités fondamentales. Kafa est Guru, c'est-à-dire lourd. Manda, lent. Stira, stable, immobile. Snidga, huileux, onctueux. Pichila, visqueux, collant. Et enfin, Shita, quoi. Ce sont ces 6 qualités qui définissent la façon dont Kafa s'exprime dans votre corps. Et comme toujours, en Ayurveda, le principe de base est Viparita Guna Chikitsa. Les contraires, c'est qui? Au lourd, on répond par la légèreté, au lent par le mouvement, à l'immobile par le changement. Et au froid, on répond par une chaleur sèche. Gardez bien cela en tête, car nous allons y revenir avec les remèdes. Voyons d'abord les signaux physiques. Ici encore, les Gunas donnent une grille de lecture parfaite. Guru, le lourd. C'est le tout premier signal d'un kapha qui déborde. On ressent une lourdeur permanente dans le corps, dans les membres et même dans la tête. Le réveil devient difficile, parfois même après 8 heures de sommeil. La digestion se fait lente, laborieuse et traîne de longues heures après le repas. On observe aussi une prise de poids progressive et difficile à mobiliser. Ce n'est pas nécessairement lié à ce que l'on mange, mais plutôt à la façon dont Medadatu, le tissu adipeux, s'accumule lorsque Kapha est en excès. Cette lourdeur se ressent jusque dans Mamsadatu, le tissu musculaire qui manque alors de tonus, de réactivité et de légèreté. Manda, le lent, c'est le métabolisme qui ralentit. La digestion s'éternise et la pensée devient cotonneuse. C'est ce fameux brain fog, ce brouillard mental qui empêche de réfléchir clairement. Les réactions tardent, les décisions s'allongent. Sur le plan physique, notre feu digestif Ani devient ce que l'Ayurveda appelle Mandani, le feu lent, insuffisant, incapable de transformer correctement ce qu'il reçoit. Et Mandani est le pire ennemi de Kapha aggravé, car lorsque Ani ralentit, les toxines Ama s'accumulent. Et quand Ama s'accumule dans les canaux du corps, ce que l'Ayurveda appelle les srotas, l'obstruction commence. On passe ensuite à Stira, l'immobile. C'est la qualité qui explique la résistance au changement. Ce sont les articulations qui se raidissent, car Sleshaka Kapha s'épaissit et perd sa vitesse. C'est la congestion qui s'installe avec un excès d'avalambaka kapha dans les poumons. Le mucus s'accumule lorsque Kledaka et Bodhaka kapha débordent. Enfin, on voit apparaître une stagnation lymphatique. Rasadatu circule mal, s'engorge, ce qui crée de la rétention d'eau et des œdèmes. Pitila, le visqueux, le collant, c'est sans doute la qualité qui amène les symptômes les plus caractéristiques d'un kapha aggravé. Un mucus épais et abondant dans les sinus, la gorge ou les bronches. Une congestion nasale chronique, des glaires au réveil, la voix enrouée le matin et sur la peau. Cela se traduit par une texture grasse, poreuse, avec des pores dilatés et un aspect collant. Sur le plan scientifique, les recherches sur l'inflammation de bas grade et la stagnation lymphatique sont ici particulièrement pertinentes. Une étude publiée en 2016 dans le Journal of Clinical Investigation par l'équipe du professeur Randolph à l'Université Washington de Saint-Louis a montré que l'accumulation de tissus adipeux, ce que l'Ayurveda nomme Medadatu, créait une inflammation chronique de bas grade dans les vaisseaux lymphatiques. Cela réduit leur capacité de drainage et installe un véritable cercle vicieux de stagnation. C'est exactement le mécanisme que l'Ayurveda décrit sous les termes de kapha aggravé dans les srotas. 2 systèmes d'observation pour un seul et même mécanisme. Venons-en maintenant aux signaux mentaux et émotionnels, car vous le savez, le corps et l'esprit sont inséparables. Un kapha aggravé dans la physiologie se reflète toujours dans la conscience. C'est stira, l'immobile, qui s'exprime ici avec plus de clarté. On ressent une profonde résistance au changement, une difficulté à quitter ce qui nous est familier, même lorsque la situation est dépassée. Cela amène un attachement excessif aux personnes, aux objets, aux situations ou aux souvenirs. C'est une difficulté à lâcher prise qui va bien au-delà d'une simple nostalgie. On glisse vers la procrastination, non pas par un manque d'intelligence ou de volonté, mais parce que Kapha préfère naturellement la stabilité à la nouveauté. Alors apparaît une forme de léthargie émotionnelle, une mélancolie douce, persistante, qui n'est pas une dépression franche, mais plutôt une grisaille intérieure. On peine à ressentir de l'enthousiasme, de l'excitation ou une joie vive. Tout semble
semble amorti, comme si les émotions nous parvenaient à travers une couche de coton. En Ayurveda, on qualifie cet état de tamas aggravé. C'est l'énergie d'inertie et d'obscurité qui prend le dessus lorsque kapha stagne trop longtemps. Et c'est là que se cache le grand paradoxe de kapha, celui dont on ne parle jamais. Les personnes à dominance kapha ont une capacité exceptionnelle à aimer. Elles sont souvent les plus généreuses, les plus présentes, les plus aimantes. Et c'est précisément cette immense générosité qui peut devenir leur propre piège. Elles donnent, elles soutiennent, elles absorbent les émotions de leurs entourages sans jamais rien demander en retour. Et à force de tout retenir, de tout absorber et de tout garder, kapha s'alourdit. L'eau et la terre finissent par devenir de la boue et la boue ne nourrit plus rien. Les recherches en psychologie sociale éclairent ce profil avec beaucoup de précision. Les travaux d'Adam Grant à l'université de Pennsylvanie, notamment les données empiriques publiées dans le Journal of Applied Psychology, montrent que les profils les plus généreux et les plus tournés vers les autres sont paradoxalement les plus exposés à l'épuisement par accumulation. C'est ce qu'ils appellent le burn-out du donneur. Ce profil correspond point par point à la description ayurvédique d'un kapha aggravé par excès de stira et de snigdha. Trop d'attachement, trop de rétention et pas assez de renouvellement. Ici encore, la distinction entre prakriti et vikriti est essentielle. Avoir une constitution à dominance kapha n'est absolument pas un problème. C'est votre fondation, c'est votre force. Le problème apparaît lorsque votre état du moment, votre vikriti, révèle un kapha stagnant. Un kapha alourdi par des années de routine, sans nouveauté, par une alimentation trop lourde, un manque de mouvement ou des relations où vous donnez plus que vous ne recevez. À combien de ces signaux vous reconnaissez-vous en ce moment? Ne voyez pas cela comme une identité permanente, mais simplement comme une information sur votre état métabolique actuel. Car un kapha aggravé n'est jamais une réalité. C'est simplement de la terre qui demande à être remuée. Et la terre remuée est souvent la plus fertile qui soit. Découvrons maintenant les gestes concrets pour rééquilibrer kapha. Le principe fondamental reste le même. Viparita, guna chikitsa, l'équilibre par les contraires. On a dit que kapha était guru, lourd, donc on va y répondre par la légèreté. On a dit qu'il était manda, lent, donc on va y répondre par le mouvement. On a dit qu'il était stira, immobile, donc on va apporter du changement. On a dit aussi qu'il était shita, froid, donc on va apporter une chaleur sèche. Et dernièrement, on a dit aussi qu'il était pichila. Et en dernier, on a dit qu'il était pichila, visqueux. On utilise ce qui assèche et purifie. Cette logique sera votre boussole pour tout ce qui va suivre. Le premier geste, et qui est sans doute le plus important, le plus urgent et le transformateur pour kapha, c'est le mouvement. Mais attention, pas n'importe quel mouvement. Ici, il s'agit d'un exercice vigoureux, régulier, suffisamment intense pour réveiller Ani, drainer des srotas et mobiliser Medadatu. Kapha est d'ailleurs le seul dosha pour lequel l'Ayurveda recommande un effort physique intense, ce que l'on appelle Vyayama. Le Charaka Samhita précise même que kapha doit s'exercer jusqu'à la moitié de sa capacité maximale, c'est-à-dire jusqu'à ce que les premières gouttes de transpiration apparaissent sur le front et sous les bras, et que la respiration devienne légèrement haletante. Pas jusqu'à l'épuisement, mais bien sûr jusqu'à une stimulation réelle. Pourquoi le mouvement est-il le tout premier remède de kapha? Parce que kapha ne se stimule pas naturellement de l'intérieur. Contrairement à pitta qui s'emballe tout seul ou à vata qui s'agite sans effort, kapha a besoin d'une impulsion extérieure pour sortir de son inertie. Et cette impulsion, le mouvement la crée de façon mécanique et chimique. Les recherches en physiologie de l'exercice sont à ce sujet particulièrement solides. Une méta-analyse publiée en 2019 dans le British Journal of Sport Medicine par l'équipe de Schuch, compilant 49 études et plus de 260 000 participants, a démontré que l'exercice physique régulier réduisait significativement les marqueurs inflammatoires systémiques. Il améliorait aussi la sensibilité à l'insuline, stimulait le drainage lymphatique et réduisait les symptômes dépressifs. Ces 4 effets ciblent exactement les 4 déséquilibres majeurs d'un kapha aggravé: l'inflammation, le métabolisme lent, la stagnation lymphatique et la léthargie émotionnelle. L'exercice n'est pas un simple conseil général de bien-être, c'est la prescription ayurvédique la plus précise pour kapha. Le deuxième geste, c'est la chaleur sèche. L'Ayurveda propose ici une approche thérapeutique fine, Svedana, des thérapies de sudation. Ici, on évite le bain chaud, huileux, que l'on recommanderait à vata, car il apporterait de l'onctuosité, du snigdha, ce que l'on cherche précisément à fuir pour kapha. On va plutôt privilégier la chaleur sèche, le sauna sec, un hammam léger, des cataplasmes de sel chaud ou des épices chauffantes appliquées sur la peau. La chaleur sèche fait exactement ce que kapha ne fait pas tout seul. Elle mobilise, elle ouvre les pores, elle active la circulation et elle draine. Les recherches sur la sudation et la détoxification méritent d'être nuancées. Et je souhaite être parfaitement honnête avec vous sur ce point. L'idée populaire selon laquelle la sueur élimine massivement les toxines
toxine est souvent surévaluée. Les études montrent que les quantités de métaux lourds ou de composés organiques excrétés par la peau restent modestes par rapport au travail d'élimination du foie et des reins. Cependant, et c'est là que le parallèle avec CAFA devient passionnant, les recherches de Crignon, publiées en 2011 dans l'Alternative Medicine Review, ont prouvé que la sudation thérapeutique régulière améliorait nettement la circulation périphérique, réduisait la viscosité du sang et stimulait puissamment le système lymphatique. Ce sont précisément les mécanismes que l'Ayurveda cherche à activer via Swedana. La nuance est importante. On ne présente pas la sudation comme une formule magique, mais ses bienfaits circulatoires et lymphatiques sont scientifiquement documentés. Le troisième geste, c'est une alimentation stimulante. Ici, la logique prend le contre-pied exact de Vata. Là où Vata réclamait le lourd, le chaud, le huileux et du nourrissant, Kapha demande du léger, du sec, du chaud et du très épicé. Les saveurs qui vont équilibrer Kapha sont Katu, Tikta, Kashaya, c'est-à-dire le piquant, l'amer et l'astringent. Le piquant stimule Agni et réveille notre métabolisme lent. L'amer draine le foie et aide à éliminer les toxines Ama. L'astringent, quant à lui, vient assécher l'excès de Pichila, le visqueux, et resserre les tissus. Concrètement, dans votre assiette, privilégiez les aliments qui pacifient Kapha. Le gingembre, qu'il soit frais ou sec, c'est l'épice Kapha par excellence, chaude, stimulante et hautement digestive. Utilisez aussi le poivre noir, le curcuma, le piment doux, la moutarde ou le fenugrec. Mettez à l'honneur les légumes amers comme la roquette, le pissenlit, l'endive, le brocoli et tournez-vous vers des légumineuses légères comme les lentilles corail ou les pois chiches. Une note est très importante concernant le miel. C'est l'un des rares produits sucrés recommandés pour Kapha, mais à une condition absolue. Il doit être cru et ne jamais être chauffé. Chauffé, le miel change de structure, selon l'Ayurveda, et génère des toxines. Cette règle a longtemps été prise pour une croyance populaire, jusqu'à ce que des recherches publiées en 2017 dans le Journal of Food Science and Technology par l'équipe de Hamza démontrent que chauffer le miel au-delà de 40 degrés dégrade ses enzymes actives et produit de l'hydroxyméthylfurfural, un composé potentiellement toxique à haute dose. L'Ayurveda avait vu juste et la chimie alimentaire vient de le confirmer. A l'inverse, que doit-on éviter lorsque Kapha est haut? Tout ce qui est gourou et snidga, lourd et huileux. Les laitages en excès, surtout s'ils sont consommés froids, le sucre raffiné, le blé en grande quantité, les aliments frits et les repas trop copieux le soir. Autre point rarement évoqué, évitez absolument de dormir juste après avoir mangé. La sieste post-déjeuner augmente massivement Kapha. En Ayurveda, elle est formellement déconseillée aux constitutions Kapha, sauf en cas de maladie ou d'épuisement profond. Le quatrième geste, c'est une dinacharya anti-Kapha. Et oui, votre routine quotidienne doit être aussi prendre l'opposé de celle de Vata. Si Vata avait besoin d'une régularité douce et enveloppante, Kapha lui demande de la stimulation, de la nouveauté et du challenge. Se lever avant 6 heures du matin est un impératif pour Kapha. D'ailleurs, pour tous les doshas, puisque passé 6 heures, l'énergie lourde s'installe et le réveil devient exponentiellement plus difficile. Le Charaka Samhita est très clair sur ce point. S'éveiller dans la phase Vata, juste avant que Kapha ne prenne le relais, est la toute première prescription de la routine matinale pour ces constitutions. Pratiquez également le Garshana, la friction à sec. Avant votre douche, frictionnez vigoureusement l'ensemble du corps à l'aide d'un gant de crin ou de gants en soie crue. N'utilisez aucune huile, contrairement à l'abhyanga de Vata. Cette friction sèche stimule la circulation, ouvre les pores, active la lymphe superficielle et réveille l'énergie thermique de la peau. Brajakapita, ce qui vient stimuler l'ensemble du métabolisme. C'est une pratique peu connue en Occident, mais ses effets sur la microcirculation et le drainage lymphatique ont été validés par plusieurs travaux en physiologie dermatologie. Enfin, introduisez délibérément de la nouveauté dans vos journées. Changez d'itinéraire pour aller travailler et essayez une nouvelle activité sportive, planifiez une escapade ou apprenez une nouvelle discipline. En Ayurveda, la nouveauté est un véritable remède thérapeutique pour Kapha. Elle crée le mouvement mental que la qualité stira tente naturellement de figer. Ce n'est pas un vague conseil de développement personnel, c'est une stratégie de santé. Les neurosciences confirment d'ailleurs cet impact. Les travaux de Wendy Suzuki à l'Université de New York montrent que la nouveauté et la stimulation cognitive activent la neuroplasticité, augmentent la production de dopamine et de sérotonine et réduisent la léthargie ou les baisses de morale. Ce sont exactement les leviers nécessaires pour rééquilibrer ta masse et dissiper un Kapha stagnant. Le cinquième geste, c'est le travail sur le mental et les émotions. À travers ce que l'Ayurveda nomme Sadvavajaya, Chikitsa, la thérapie par l'esprit, pour Kapha, l'évolution psychologique consiste à identifier et à assouplir ses attachements. Il ne s'agit pas de les détruire, car Kapha a besoin d'un lien pour s'épanouir, c'est sa nature profonde. Le but est d'apprendre à distinguer l'attachement qui nourrit de celui qui retient prisonnier, la relation qui ressource de celle qui épuise, la fidélité qui honore de celle qui immobilise. La sophrologie est ici un outil merveilleux, par ses techniques de lâcher prise et de visualisation positive. Elle offre un espace sécurisé pour apprivoiser le changement sans le subir. Elle montre à Kapha que le mouvement n'est pas un danger et que lâcher ne signifie pas perdre. En parallèle, l'hypnothérapie
thérapie en venant travailler sur les schémas d'attachement inconscients et sur les croyances liées à la sécurité. Permet de dénouer des résistances profondes que la simple volonté consciente ne parvient pas toujours à atteindre. Car au fond, c'est exactement cela. Le message d'un CAFA qui sature, c'est l'histoire d'une terre qui a peur de se laisser retourner, qui confond l'immobilité avec la sécurité et qui a simplement oublié que la terre la plus riche est plus précisément celle que l'on a osé remuer. Tous ces gestes, le mouvement vigoureux, la chaleur sèche, l'alimentation stimulante, la nouveauté au quotidien et le travail sur vos attachements soufflent tous le même message à votre terre. Vous pouvez bouger, vous n'avez pas besoin de tout retenir pour rester entier. Et en acceptant de vous laisser remuer, vous redevenez ce que vous êtes profondément, la terre la plus fertile qui soit. Avant de terminer cet épisode et de clore cette trilogie, je veux revenir un instant sur un point essentiel évoqué au tout début de notre série. Nous avions dit que les doshas ne sont pas des cases dans lesquelles s'enfermer. Ils sont une langue, la langue que le vivant utilise pour se parler à lui-même, pour nous dire voilà où j'en suis, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui m'a trop longtemps manqué. Après plusieurs épisodes passés ensemble, j'espère de tout cœur que cette langue a commencé à devenir la vôtre, pas de manière parfaite, pas en un jour, mais suffisamment pour que vous puissiez enfin lire ce que votre propre corps tente de vous exprimer. Au lieu de chercher à le faire taire, rappelez-vous une chose cruciale, vous n'êtes pas un seul et unique dosha, et vous n'avez pas à choisir. Vous êtes vata lorsque vous créez tard le soir et que vos pensées s'emballent avec légèreté. Vous êtes pitta lorsque vous tenez vos engagements envers et contre tout en exigeant le meilleur de vous-même. Et vous êtes kapha lorsque vous aimez avec constance, lorsque vous restez debout pour ce qui compte et que vous incarnez cet ancrage fiable sur lequel on peut s'appuyer depuis des années. Ces trois énergies cohabitent en vous et elles ont toujours été là. L'Ayurveda ne cherche pas à vous dicter qui vous devez être, elle vous donne simplement les clés pour lire ce qui s'ajuste en vous. Et cette lecture, une fois qu'on la maîtrise, devient un guide dont on ne peut plus se passer. Maintenant, avant de vous laisser repartir, je vous propose une dernière action. Si vous êtes reconnu dans Vata, dans ces insomnies tardives, cette anxiété diffuse ou cette énergie qui se disperse, commencez par la Bhyanga. Offrez-vous un automassage à l'huile de sésame chaude demain matin, 10 minutes juste avant votre douche. Juste cela. Si vous vous êtes reconnu dans Pitta, dans ce feu qui ne s'éteint pas, ce perfectionnisme épuisant ou cette irritabilité qui monte un peu trop vite, commencez par votre pause de midi. Prenez un vrai déjeuner, sans écran, sans travail, juste vous et votre assiette. Juste cela. Et si vous vous êtes reconnu dans Kapha, dans cette lourdeur du matin, cette résistance au changement ou cette générosité qui finit par s'épuiser elle-même, commencez par vous lever 10 minutes plus tôt, demain, et marchez dehors au grand air, sans destination précise, juste cela. 3 petits gestes, un pour chaque dosha, des actions simples, accessibles et gratuites. Nul besoin d'un grand bilan ou d'un protocole complexe pour commencer. Vous avez simplement besoin d'un peu d'attention et d'intention envers vous-même. Car au fond, c'est exactement cela l'Ayurveda. Ce n'est pas une médecine de l'extraordinaire, c'est une médecine de l'attention quotidienne. C'est l'art du petit geste répété, du soin ordinaire qui se transforme avec le temps en une évolution profonde. Les textes fondateurs de l'Ayurveda définissent d'ailleurs la santé par un mot magnifique. Soit ne signifie pas simplement l'absence de maladie, ce mot signifie littéralement être établi dans son soi. La santé, c'est connaître sa propre nature profonde et apprendre à vivre en parfaite harmonie avec elle. C'est tout ce que cette série a essayé de vous transmettre. Vous aider à être un peu plus swasta, un peu plus installé, aligné et ancré en vous-même. C'est ici, sur cette image de terre retrouvée, que se refait notre grande trilogie sur les doshas. Ce voyage à la découverte de votre vent, de votre feu et de votre terre n'est pas une fin en soi. C'est le tout premier pas vers la compréhension de votre propre écologie personnelle. J'espère de tout cœur que tous ces épisodes auront fait résonner cette langue du vivant en vous. Une langue qui ne vous enferme pas, mais qui vous libère. N'oubliez jamais que ces trois forces cohabitent en vous et que le but, c'est d'être pleinement établi et aligné dans son propre soi. Notre route dans les marmites nomades ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, nous allons explorer un sujet différent, mais tout aussi intéressant. Et je pense que vous pourrez parfois faire des liens indirects avec certains principes de l'Ayurveda, même si ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même domaine. Je vous laisse sur ce suspense. Avant de vous laisser partir, je tiens à vous remercier sincèrement. Chaque minute de ce podcast représente des jours entiers de recherche, de lecture scientifique et de rédaction dans les coulisses. C'est un projet que je porte avec tout mon cœur. Si ce voyage vous a apporté une étincelle de clarté, un geste doux à tester demain matin, écrivez-moi un petit mot en commentaire, abonnez-vous et partagez cet épisode autour de vous. Je suis sûre qu'il y a des gens qui, sans le savoir, ont besoin de recevoir ce petit geste de votre part pour les aider. Ce geste de quelques secondes est ce qui permet aux marmites nomades de continuer à exister et à grandir. Merci pour votre fidélité, votre immense curiosité et votre ouverture d'esprit. Prenez soin de votre vent, prenez soin de votre feu et prenez soin de votre terre. Et je vous dis à très bientôt dans les marmites nomades.